parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi 12 février 2021. Merci de nous rejoindre sur Espace TV, sur Radio Espace Guinée. Merci à tous de nous regarder à la télévision à l'international et de nous écouter à la radio sur Fraternité FM du côté de Mamou, du côté de Farana, bien entendu. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Vous allez le voir, vous aurez des contacts pour interagir à cette émission. Le message défile juste en bas de votre écran, 657 39 13 13. Bien entendu, si vous êtes à l'international, il vous suffira d'ajouter le 00224 et sur Twitter, vous pourrez nous écrire au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Lucien Inabé, le gouverneur de la BCRG, est-il en passe d'être mis aux arrêts par la justice? Un mandat d'amener aurait été émis contre lui par le tribunal de première instance de Kaloum. Il est accusé d'abus de confiance et de rébellion par les établissements Alseni Bangoura et associés. L'affaire remonte à 2010, un contentieux autour de l'hôtel Niger opposant le patrimoine bâti public et les établissements. Alseni Bangoura a tourné donc à l'avantage du second. La justice ordonne à la BCRG le paiement de plus d'1,9 milliard qui a tardé donc ou refusé de s'exécuter. Il est désormais donc réclamé au gouverneur de la BCRG le paiement de plus de 40 milliards de francs guinéens comme publicité, en qualité donc de retard dans le paiement. Si tout va bien, nous aurons maître Paul Yomba Kourouma pour en savoir davantage sur cette question. Bien entendu, nous avons essayé de joindre le gouverneur de la Banque centrale sans succès. Viol sur mineur, on en parle encore. Une fillette de 3 ans aurait été violée par un homme de la quarantaine à Kouroussa. Les faits se sont produits dans la journée de ce jeudi. L'homme en état d'ébriété aurait donc profité de l'absence de la mère de la victime pour l'amener dans sa chambre et abuser d'elle. Après de longs moments de recherche, l'enfant a été retrouvé dans la chambre en train de saigner avec un tissu dans la bouche pour étouffer ses cris. Où en est-on avec cet autre cas de viol? Nous nous rendrons du côté de Kouroussa, bien entendu, pour en savoir davantage. Un mot de culture dans les GG de ce vendredi. L'album Alan Wali donc, est une reconnaissance de l'artiste King Alasco vis-à-vis de son seigneur. Selon lui, pour la réussite dans son parcours les 6 dernières années sous la houlette du label Morley Prod, l'artiste se produira ce dimanche 14 février sur l'esplanade du Palais du Peuple. Ce sera un show 100% live, promettent les organisateurs. Où en est-on avec les préparatifs? Si tout va bien, l'artiste lui-même sera avec nous dans ce studio. D'autres sujets, bien évidemment, viendront s'ajouter à ces premiers que nous venons de lire. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Jeune premier. Merci, bonjour. Félicitations pour hier. Merci à vous, merci. Bien. Merci pour l'encouragement. Bonjour Kaps, bienvenue. Bonjour, merci Madame Hiro, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura. Bonjour Moussa Hiro, bonjour à tous. Alphonse Mara. Bonjour Madame Hiro et félicitations à Diba qui a su maîtriser les Antoine hier en studio. c'est pas donné d'avoir un Antoine et de le maîtriser. Donc c'est pas étonnant. Triplement félicitations jeune homme. C'est pas étonnant, c'est un jeune premier. Antoine c'est un incontournable. Il m'a aussi accepté, donc c'est l'heure de la loupe. Non mais mon ami. Moi je veux féliciter ce matin le chef de l'État. Apparemment la mesure est en train de porter fruit par rapport à cette forme de contrôle dans les départements ministériels. À 6h ce matin, il y avait un embouteillage jusqu'à la tannerie. Il y a toujours un embouteillage. Non, pas à 6h, Antoine, surtout vendredi, il n'y a pas d'embouteillage. À 16h, pareil, la route, la circulation elle est fluide, la route elle est libre. Et actuellement, il y a assez d'embouteillage à 5h jusqu'à 6h du matin. Beaucoup sont soucieux de se rendre très tôt au travail. Je salue la mesure parce qu'elle est en train de porter fruit. Les Guinéens se remettent au travail. Antoine, il faut préciser. Il faut rapidement, laisse-moi ajouter ça s'il te plaît. L'important n'est pas d'être boulot, c'est d'être au travail. En fait, c'est de travailler et apporter quelque chose. Ces cadres qui vont, je te rappelle qu'ils sont 10 dans le même bureau, ils n'ont pas de dossier à traiter, ils passent la journée assis à cliquer sur leur téléphone. Le président a interdit les écrans, mais le téléphone a remplacé les écrans. Ils passent la journée à traiter leur téléphone. Ce n'est pas
du tout possible de faire ça maintenant. Il faut reformer notre administration, évaluer les cadres sur la base de ce qu'ils donnent, évaluer les gens sur la base du résultat. Si on fixe des objectifs à atteindre pour chaque service, vous verrez que tout le monde, on n'aura plus besoin de dire aux gens venez à l'heure. Vous savez que vous serez évalué sur ça. Et à la fin, il y a des évolutions en grade. Il y a des promotions possibles. Au moins, les gens se réveillent tôt. C'est ce qui est bon. Non, c'est dangereux. Ce que j'ai envie de préciser, il faut que le chef d'État maintenant change d'approche. S'il a l'habitude de venir très tôt, à 8h dans les bureaux pour contrôler, cette fois-ci qu'il vienne à 14h, à 15h, à 16h pour le faire, c'est s'inscrire un peu dans la logique d'Antoine qui félicite le chef de l'État. Bien entendu, c'est pas à lui de le faire. Madame Yero, ce qui est bien triste, c'est quoi? Une administration n'est pas censée être contrôlé pour les arrivées ou pour les départs. Le règlement intérieur existe pour ça. Hier, vous parliez du cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les grandes gueules. Le directeur de la Caisse nationale a scolarisé son administration. Mais on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée. Mais si les gens Madame ne Yero, viennent pas à l'heure, Madame Yero, il y a des sanctions. Vous trouvez des chefs de service, des cadres qui ne sont pas à leur poste. Je ne suis pas d'accord avec le fait de fermer, par exemple, que les gens restent c'est ce que je suis en train de dire. Madame Yero, il y a un règlement intérieur. Les gens apprennent à venir à l'heure. Il y a un règlement intérieur qui permet un avertissement, une mise à pied, je ne sais quelle autre procédure, jusqu'au renvoi partiel. On peut même suspendre un cadre pour son absentéisme. Ça existe, ils ont des règlements intérieurs qui appliquent ça. On n'a pas besoin de magie. On ne ferme pas la porte d'une administration publique devant des cadres. Ils ont fermé la porte, ça a empêché des gens de travailler pendant de bonnes heures. Et ça, ce sont les citoyens guinéens qui bénéficient des services de cette administration qui perdent. C'est contre-productif. C'est contre-productif, voilà, c'est un sujet improvisé. Antoine a réussi à le faire. On va parler de cette visite du président de l'Assemblée nationale ce jeudi au niveau de cette usine, de l'usine de sécurité industrielle. Chez le PDG de Sonoko, Antoine, on a suivi cette actualité quand même. Ça s'est suivi de communication, une sorte de jeu de ping-pong entre le PDG de Sonoko, même si lui n'a pas réagi après sa première communication, et le ministère de l'enseignement technique. Visite, on va dire, normale, Damaro qui rend visite aux unités industrielles pour voir un peu les conditions dans lesquelles il travaille, l'état des lieux et tout cela. Et hier, la nouveauté a été qu'à l'issue de la rencontre avec le PDG du groupe Sonoko, Damaro apparemment a révélé une confidence du PDG. Il a révélé que le patron lui a confié que les cadres du département de la formation professionnelle ne viendraient pas dans son industrie pour voir les besoins, les besoins qu'ils offrent par rapport aux besoins du marché. Les offres qu'ils font par rapport aux besoins de formation sur le terrain. Alors, le fait qu'on ait indiqué que c'est le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique qui ne jouerait pas ce rôle m'a semblé être nouveau, parce que Damaro, en le disant, semblait vouloir indiquer que le département ne jouerait pas pleinement son rôle. Si le patron de Sonoko indique qu'on ne vient pas vers lui afin de comprendre un peu ce qu'il offre comme service, c'est un peu compliqué de comprendre comment est-ce que nos jeunes qui sortent des écoles professionnelles, parfois qui se plaignent de ne pas avoir de boulot, alors qu'il y a des stages, alors qu'un patron d'entreprise ou d'industrie dit qu'il y a une possibilité d'offrir cela, mais on ne vient pas vers lui pour que cela soit possible. Et je me dis qu'hier, la visite a permis de comprendre qu'il y a ce problème qui existe, mais ce qui a le plus surpris, c'est la réaction tout de suite du ministère de l'enseignement technique qui a semblé mettre au pas le PDG du groupe Sonoko. Bien, on va d'abord écouter cet élément de reportage réalisé par la rédaction de Radio Espace Guinée. Nous revenons juste après. S'enquérir des préoccupations de cette unité industrielle spécialisée dans la production de la farine et de boissons salam, consolider les liens entre l'État et le groupe Sonoko, c'est l'objectif de cette visite du président de l'Assemblée nationale et ses collègues députés. Nous avons retenu au cours des échanges par le PDG du groupe qui nous a fait, pas une révélation, mais qui a attiré notre attention sur un fait qui peut paraître banal. Depuis la création de cette industrie, ils n'ont jamais reçu une délégation du ministère de la formation professionnelle pour pouvoir leur poser la question quels étaient leurs besoins, pour pouvoir adapter les besoins de formation aux besoins de travail d'offres dans le pays. Et il a attiré notre attention, par exemple, que dans le code du travail, je crois, il y a une certaine taxe qui est payée sur les expatriés que les industriels font venir dans le pays. Cette démarche du bureau de l'Assemblée nationale réjouit El Haj Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe Sonoko.
Il précise que cet investissement qu'il vient de faire ne vise qu'à valoriser la main-d'œuvre locale. Pour y arriver, il demande l'effort de chacun. Vraiment, c'est si erré de ce que se vit aujourd'hui. On demande votre accompagnement. Le groupe Sonoko, c'est pour tel, mais c'est pour nous tous. Pourquoi? Tous les gens qui entendent travailler ici, chacun de eux, ils sont fiers de dire maintenant, moi aussi, ceci, c'est gagne mon pain. On demande chacun de vous, là où il est en train de fonctionner, d'accompagner le groupe Sonoko et conseiller aussi d'autres opérateurs de faire comme moi dans d'autres secteurs pour que vraiment qu'on arrive à industrialiser notre pays. Cette demande semble bien comprise par le patron du Parlement guinéen. C'est pourquoi il envisage d'inviter les industriels du pays à l'hémicycle pendant les débats d'orientation budgétaire pour partager leurs préoccupations. À l'issue de la série de visites, un rapport circonstancié sera produit et adressé au chef de l'État, au Premier ministre-chef du gouvernement et au ministre de l'Industrie. Par ailleurs, Amadou Damaro Camara annonce qu'il étendra cette visite aux industries minières et agropastorales. Avant le départ de la délégation, elle a effectué une visite guidée dans les installations des usines de fabrication de la farine et de boissons. Justement, saisir la perche, justement, je pense que le PDG du groupe Sonoko, l'intention était bonne parce que sa communication s'inscrivait dans une dynamique de lutte contre le chômage des jeunes. Parce que n'oubliez pas que dans un pays, normalement, si vous voulez lutter contre le chômage, vous devez non seulement lutter contre la rigidité des salaires, également aussi adapter la formation à la demande. Donc c'est ce problème de l'inadéquation entre la formation et la demande qui est l'une des causes du chômage en Guinée. Je le disais l'autre fois dans cette même émission que si vous regardez par exemple sur la plateforme de l'AGIP, dans le rapport de l'Institut national des statistiques, on estime que 72% des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur aujourd'hui sont au chômage. Donc ça veut dire que la formation professionnelle normalement devrait être au centre aujourd'hui des priorités. Donc c'est ce qui veut dire que tout simplement une telle sortie vient quand même mettre à nu des défaillances. Parce que moi, j'ai eu quand même la chance de visiter cette usine l'année dernière. Et imaginez-vous ceux qui ont installé l'usine. Parce que rien que pour leur, disons, l'eau minérale, Salam, rien que pour la partie traitement de l'eau, il paraîtrait qu'ils ont investi au moins 1 million d'euros, selon des chiffres qui ont été donnés par des sources. Donc, il a fallu qu'ils déplacent des jeunes Nigérians qui ont cette formation, qui sont venus en Guinée, qu'ils ont logé dans un réceptif hôtelier de la place durant des mois et qui ont installé l'usine. Imaginez si on avait cette main-d'œuvre locale en Guinée, ça allait être quand même une économie pour l'usine Sonoko. Ils n'auraient pas pu quand même déplacer autant de monde. Un emploi pour les jeunes Guinéens. Donc ils étaient obligés d'envoyer des expatriés, des jeunes Nigérians qui sont venus, qui ont installé quand même l'usine, qui ont fait des semaines et des mois ici. C'était coûteux pour l'entreprise. Donc je pense qu'une telle sortie normalement peut être une opportunité pour le ministère de l'Enseignement, une aubaine à saisir. Maintenant, ce qu'il faut quand même préciser, que Sonoko aujourd'hui, je pense que normalement on devait se taper la poitrine. C'est une fierté aujourd'hui pour le pays. Parce que sur le plan international, cette industrie est en train d'être mise à l'index, donnée comme un exemple de réussite dans la sous-région. Donc aujourd'hui, il faudrait que le ministère saisisse cette occasion, parce que certes, j'ai écouté un peu la sortie du secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique qui disait, attention, le PDG de Sonoko, normalement, c'est le ministère de l'Industrie qui est le département de tutelle. C'est pas au ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle d'effectuer des visites. Au-delà de ce département de tutelle, je pense que le bon sens voudrait quand même, lorsque vous voulez lutter contre le chômage, offrir des services de qualité aux jeunes du pays, il faudrait quand même se déplacer, aller sur le terrain, visiter les installations et se concerter avec la structure pour savoir, voilà les besoins dont nous disposons et pouvez adapter votre formation en fonction de ça. Je suis d'accord qu'il y a aujourd'hui un conseil d'établissement qui est composé par des spécialistes dans chaque domaine qui réfléchissent un peu à la mise en place pour qualifier le programme. Je suis d'accord qu'ils en disposent. Mais, une fois encore, cet invite du PDG de Sonoko, je pense que devrait tomber dans de bonnes oreilles et éviter qu'on extrapole et qu'on voie cela comme si on était en train quand même de faire mal au département. C'est pas des débats de personnes. C'est une invite qui est importante. Je pense que moi, je salue de passer à cette communication du PDG de Sonoko. Il faudrait qu'on s'inscrive dans cette dynamique. La franchise du président de l'Assemblée. Juste de l'Assemblée. Et qui d'ailleurs aujourd'hui, lui-même, il l'a répété, il a dit oui, c'est une telle sortie quand même est étonnante. Et aujourd'hui, normalement, on devrait consigner tout cela dans les rapports. Il a parlé d'une société minière qui, selon eux, a un programme. Mais n'oubliez pas que si on prend le contenu local, jusqu'à présent, vous partez par exemple sur leur plateforme ou sur des sites,
Aucun programme de formation n'existe. Donc j'aimerais qu'on me dise quels sont les programmes de formation qui sont vulgarisés pour les jeunes de Guinée. Une fois encore, je pense que le PDG de Sonoko a parfaitement raison. Il faudrait que les départements se déplacent parce qu'on n'a plus besoin de sociologues, de juristes, on a tellement de jeunes qui sont sortis de ces facultés. Je suis d'accord que chaque jeune a des choix à faire, mais une fois encore, la Guinée c'est un pays en chantier. Il faudrait adapter la formation à la demande si on veut réduire le chômage. Moi, je reviens sur le passage dont Guiba a évoqué. Je vais le lire. D'abord, le PDG du groupe Sonoko doit savoir que leur tutelle est le ministère de l'Industrie et des PME. C'est à ce département que lui et ses collaborateurs doivent s'adresser directement pour exprimer toute préoccupation qu'ils ont dans le cadre de leur activité. C'est quand même basique. Vous ne trouvez pas? C'est l'interrogation qu'il a ajouté à son intervention. Il dit leur activité. Alors que c'est, je me dis que c'est la moindre des choses. Justement, on vous tend la perche, il faut la saisir. Monsieur le secrétaire général de l'enseignement technique va me permettre de replacer un peu dans le contexte. Ce que le PDG du groupe Sonoko a lancé hier comme invite, ce n'était pas, comment on va dire, ce n'était pas un manque de respect à leur égard. À l'égard du ministère. C'est une volonté d'aider ces jeunes qui sont dans les centres de formation. C'est une main qu'on tend au ministère de l'enseignement technique pour dire on a des possibilités pour ceux que vous formez. On a des opportunités pour ceux que vous êtes en train de former. Pardon, venez, on va se donner la main pour que ceux dont on a besoin ici, vous nous les fournissez au lieu qu'on ne paye des experts. Parce que quand vous amenez des gens de l'étranger, il a parlé des Nigériens. Déjà, leur facture pour le travail qu'ils viennent faire, c'est excessivement élevé. Vous payez l'hôtel, vous payez leur assurance, vous payez toutes les tracasseries que la police des airs et des frontières vous fait imposer pour les étrangers. Vous leur payez un permis de travail. Au-delà de ça, ces gens, quand ils sont là, même leur eau, vous payez. Les grandes gueules. Vous prenez tout en charge. Ça, c'est normal. Non, mais si on avait la main-d'œuvre locale, peut-être que ça aurait été plus facile. Imaginez qu'on ait dépensé, par exemple, $100 000 pour 2 Nigérians. On n'aurait pas eu besoin de mettre ça dans des cadres guinéens. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça aurait pu apporter? Ces cadres guinéens qui auraient servi à Sonoko pouvaient être des gens qui enseignent dans nos établissements pour former d'autres jeunes. Aujourd'hui, le besoin, c'est quoi? Allez-y encore à Sonoko. Il y a des étrangers qui sont dans les murs de Sonoko. Parce que les compétences en Guinée ne peuvent pas faire ce dont ces gens sont en train de faire dans les murs de Sonoko. L'autre facteur, c'est quoi? Il y a une société minière qui a couru pendant plusieurs mois pour un hydrologue en Guinée. Madame Yoro, ils ont fait 3 fois l'appel d'offres pour trouver un hydrologue. Il a fallu qu'on apporte un hydrologue du Vietnam pour venir faire ce travail dont la société minière avait besoin en Guinée. Aujourd'hui, il faut dire quoi? On parlait des ERAM un moment. Les ERAM, c'est comme si on avait pris les CFP et on avait donné un grade de grand frère, mais la formation était la même. Aujourd'hui, nos ERAM doivent pouvoir former des cadres, des techniciens capables de répondre aux besoins des industries qui s'installent chez nous. Et la chance, c'est quoi? Sonoko, ce n'est pas une industrie étrangère, c'est quand même une industrie guinéenne qui est censée apporter non seulement de l'emploi en Guinée, mais comment apporter de l'emploi si la formation qu'on donne sur le terrain ne peut pas répondre aux exigences dont ils ont besoin. Quand même, le propriétaire de Sonoko ne va pas investir dans le néant, il ne peut pas investir pour perdre. Autant de fois qu'il tend la main, autant de fois ces gens-là doivent répondre positivement. Ce communiqué est sorti de la route. Il faut qu'ils reviennent dire à Sonoko, nous avons compris, nous allons dans les prochains jours faire une visite chez Sonoko, pas pour tenir compte des réclamations, des besoins industriels ou des besoins techniques de Sonoko, non, mais pour parler de l'adaptabilité des besoins de cadres ou de compétences de Sonoko aux capacités de formation qu'ils ont dans nos différentes CFP et dans nos différentes écoles professionnelles. Bien. Donc le ministère n'a qu'à revoir sa copie. Ils sont sortis de la route, c'est une main tendue. Pardon, attrapez la main. Monsieur le secrétaire général, désolé, mais la main vous est tendue encore. Bien, Mafoudi Abangoura, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? En fait, ce qu'on apprend, c'est que quand même on a un département du ministère, un ministère de l'enseignement technique, et on a une grande société comme Sonoko qui à date n'a pas été approchée par le département en question pour offrir une possibilité d'intégration aux jeunes Guinéens. Ça, c'est quelque chose, bon, moi personnellement, s'il n'y avait pas eu cette
ce qui s'est passé là, je ne l'aurais pas su parce que quand même ça paraît bizarre dans un pays où on parle de chômage. Donc c'est paradoxal, c'est un peu bizarre de savoir qu'on a de telles sociétés qui ne sont pas mises à profit. Donc que le président de l'Assemblée en personne se déplace, je comprends bien le président de Sonoko. C'était une belle occasion parce que c'est quand même le président de l'Assemblée nationale. Il vient pour des questions d'intérêt national. C'est pour cette raison qu'il s'est déplacé, il est parti. Eh bien, s'il y a une préoccupation du genre, il l'a exprimée. Effectivement, je suis d'accord avec les autres, ça ne doit pas faire sujet de polémique. Il fallait juste saisir l'occasion parce que c'est quelque chose qu'il fallait faire mais qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut faire. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Booster l'employabilité des jeunes, c'est pour booster l'employabilité des jeunes dans un pays, collaborer avec de telles sociétés est de mise. C'est tout à fait quelque chose de normal qu'il ne faut surtout pas perdre. Maintenant, c'est fait. Moi, je demanderais au ministère de l'enseignement technique de ne pas en faire un sujet polémique, de faire le pas, d'aller aujourd'hui vers Sonoko, parce que c'est important, on le dit tout le temps. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se plaignent de ne pas avoir de stage. Mais quand vous allez dans les entreprises, le problème est que on ne peut pas prendre certains Guinéens parce que le besoin n'est pas là. Tu ne peux pas venir, tu es journaliste et tu veux travailler dans une société où ils ont besoin de je sais pas, de techniciens. Ils n'ont pas besoin de toi, ils vont pas jeter leur argent pour te voir t'asseoir dans leur structure. Donc il faut adapter l'offre à l'emploi, comme on le dit. Justement, c'est cette vision qu'on demande à l'ensemble des structures. Donc s'il y a des parts, que ce soit des cadres du ministère de l'Industrie qui se déplacent pour aller vers ces entreprises, ou que ce soit des députés ou le président de l'Assemblée, toute occasion est la plus belle à saisir pour pouvoir améliorer les conditions de vie, pour pouvoir mettre en place des stratégies pour donner de l'emploi aux jeunes Guinéens. C'est ce qu'on demande à présent au ministère de l'enseignement technique. Et il y a des structures, que ce soit des structures pour des Guinéens, quand on prend Guico Press, quand on prend Guinée Games, quand on prend pour les étrangers qui sont là, tout est à saisir parce que le besoin est là. Et ça quand même, ça dénote, si on veut, comment on va qualifier cela, de cette facilité qu'il y a, ou bien de ce sérieux qu'il n'y a pas dans la recherche des débouchés, des opportunités, parce que ça ne devrait pas normalement en arriver là. Donc moi je pense qu'il ne faut pas polémiquer, je le dis, je le résume carrément, il ne faut pas polémiquer là-dessus, que le département saisisse cette opportunité et qu'on collabore avec Sonoko, parce qu'il y a encore des Guinéens, ils sont nombreux qui ont besoin d'une opportunité de travail. De toutes les façons, c'est ce que tous les départements nous vendent du matin au soir, qu'ils sont là pour leur feuille de route, c'est pour améliorer, c'est pour aider dans les secteurs précis les Guinéens à pouvoir s'en sortir. Côté enseignement technique, en collaboration avec ces entreprises, voici une opportunité avec Sonoko. Merci simplement de saisir et de ne pas encore nous mettre dans un débat futile. Franchement, alors Caps, c'est quand même des occasions, c'est une question de leadership pour pouvoir orienter ces jeunes. Quand je prends le cas de l'ISIC, le plus souvent on donne des ordres de mission aux étudiants de l'ISIC par exemple pour aller vers les médias, pour leur faciliter par exemple leur thème de mémoire, c'est pour leur intégration, pour obtenir des stages. C'est juste une question de leadership là. Je pense que c'est une perche que le ministère de l'enseignement technique devrait saisir. Alors justement, comme vous le dites, le ministère de l'enseignement technique et professionnel doit pouvoir saisir cette perche. Et en parlant de leadership, il faut saluer le leadership du président de l'Assemblée nationale qui, sans cette sortie, on n'aurait quand même pas pu comprendre que le ministère de l'enseignement technique n'avait encore pas fait des pas pour aller vers cette unité industrielle, pour comprendre un petit peu les besoins d'offres d'emploi, pour venir justement adapter cela aux réalités de formation. Quand on prend aujourd'hui, hier, moi, ce que je retiens tout simplement de la sortie hier, c'est que la sortie du président de l'Assemblée nationale hier a mis à nu, voilà, merci de me prêter le mot, a mis à nu justement que la véritable question ou la véritable problématique aujourd'hui que notre pays a par rapport à l'employabilité, c'est cette inadéquation encore une fois entre l'offre et la demande d'emploi. La dernière fois dans cette émission, on parlait ici du fait que les jeunes étudiants, les nouveaux bacheliers n'aimaient pas le fait de pouvoir n'acceptaient pas le fait d'être orientés dans les institutions d'enseignement professionnel. Mais comment voulez-vous que des jeunes aient envie d'aller dans ces institutions d'enseignement professionnel s'ils savent que si on va là-bas, il n'y a pas d'emploi derrière? Et l'une des façons, encore une fois, d'encourager les jeunes à s'intéresser aux institutions professionnelles, c'est de les garantir de l'emploi. Et la meilleure façon pour eux que l'emploi leur soit garanti, il faut encore une fois que le ministère de l'enseignement technique, d'accord,
la procédure dit que le département du tutelle de cette unité industrielle, c'est le ministère de l'Industrie, mais cela ne peut absolument rien générer. Et il y a un fait quand même important qu'il faut relever. Dans notre pays, nous avons des cadres qui sont quand même pas, qui n'acceptent pas la critique constructive, qui n'acceptent pas les remarques constructives. Et moi, je pense qu'hier, c'était une suggestion même que le président et le PDG de Sonoko faisaient pour que ce ministère-là puisse saisir la perche et venir justement vers eux pour comprendre les véritables besoins d'emploi qui existent afin de réadapter les programmes d'enseignement par rapport aux besoins qui existent. C'est quand même honteux de voir qu'un pays qui est toujours en train de parler de chômage et que pour des besoins d'emploi, qu'on aille chercher des débouchés dans d'autres pays pour que ces gens puissent venir chez nous. Maintenant, en même temps, la précision qu'il faut apporter. Maintenant, en même temps, en un mot rapidement, en même temps, il y a des structures parallèles aujourd'hui. Quand on prend la collaboration avec l'AGIP, les projets comme Bossège, ce serait étonnant quand même de savoir que ceux-ci n'ont peut-être pas pensé à Sonoko. Maintenant, Bossège, c'est le ministère de la Jeunesse. Non, pas que le ministère de la Jeunesse. Non, le Bossège. C'est booster l'employabilité. C'est booster l'employabilité. On s'écoute, s'il vous plaît. Je sais une chose, aujourd'hui, l'État a des services quand même compétents. C'est très bien fait. Vous avez par exemple la GIP d'un côté pour tout ce qui est emploi, parce que les jeunes souvent lorsqu'ils sortent des universités, ils ont des demandes qu'ils font, ils s'inscrivent sur la plateforme pour des opportunités. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi le FONIGE au compte du ministère de la Jeunesse qui aussi joue pleinement son rôle, parfois, même s'il y a des difficultés. Sans compter maintenant ce que Mafoudia a relevé tout à l'heure, le Bossège, qui est quand même un projet boosté les compétences pour l'employabilité des jeunes, qui est parfois financé par la Banque mondiale, en partenariat. Voilà, qui est financé par la Banque mondiale en partenariat avec l'État guinéen, sans oublier aussi la PIP. Donc, il y a des services qui existent déjà, qui sont mis en place pour répondre non seulement du point de vue emploi, mais aussi entrepreneuriat pour résoudre. Maintenant, dans l'espoir que cette sortie quand même du président de Sonoko ne soit juste pas parce que le président de l'Assemblée était là, parce que ce serait étonnant de savoir que toutes ces structures n'aient pas pensé à aller vers une entreprise comme Sonoko. Allez-y Antoine pour clore. Ce que je veux dire par rapport aux propos du secrétaire général, il y a des passages que je vois dans ces propos qui montrent clairement qu'il, dans sa sortie, c'était plus pour régler un compte avec le PDG de Sonoko que de répondre à la question qui lui est posée. Alphonse l'a rappelé tantôt lorsqu'il dit... Est-ce que c'est une question qui lui est posée? Le monsieur non, fait quand une je remarque. dis question, en fait, c'est une manière de parler. Et peut-être que si Damaro n'en parlait pas, on n'aurait même pas su. Au départ, j'ai parlé de confidence du PDG de Sonoko à Damaro. C'était à huis clos. Damaro, devant la presse, l'a révélé, chose qu'on ne savait pas. Mais dans les propos d'Alphonse tout à l'heure, lorsqu'il dit que le secrétaire général rappelle au PDG de Sonoko que sa tutelle, c'est l'industrie et non son département. De l'autre côté, il va plus loin en disant que Sonoko devrait prendre l'exemple sur la SMB qui collabore avec les écoles professionnelles pour les offres de stage. Comme pour dire que Sonoko, au lieu qu'ils ne viennent vers le ministère de l'enseignement professionnel, devait aller vers les écoles professionnelles pour leur proposer des stages, au lieu de venir dans la presse ou de confier des choses inutiles à Damaro qui n'auront finalement pas d'écho sur le terrain, parce qu'ils n'auront pas de résultats sur le terrain. Ça a eu des échos, mais ça n'aura pas de résultats sur le terrain. Parce qu'il l'invite. Pour les jeunes, pourquoi pas? Ça n'aura pas de résultats au regard de sa réaction. Je pense qu'au regard de la réaction du secrétaire général, je pense que... On s'écoute, Guiba. Les problèmes. Damaro est allé dans ces usines, cette tournée qu'il est en train de faire, exactement, c'est de toucher du doigt. Justement, c'est pour toucher du doigt les réalités, les problèmes et les besoins. Parce que Damaro même a dit, après cette visite, on va faire un rapport circonstancié qu'on va adresser au Premier ministre pour pouvoir répondre à ces exigences. Donc, saisissant cette occasion, c'est pourquoi le PDG de Sonoko a fait une telle sortie. Par rapport à ses propos, surtout, au-delà de cet aspect qui dit par exemple qu'il faut que Sonoko se dirige vers les écoles professionnelles pour les offres de stage et tout cela, plus loin, il dit par exemple que l'erreur à ne pas commettre, c'est de confondre les postes réservés aux experts à ceux des ouvriers qualifiés. Et il dit plus loin que les premiers qui constituent généralement un petit noyau occupent des postes stratégiques. Et ça, il n'y a qu'à Sonoko qu'on trouve de pareils cas. Vous comprenez? Donc, comme pour dire que Sonoko donne plus de privilèges aux étrangers qu'aux locaux, qu'aux nationaux, à qui on offre des emplois d'ouvriers. Donc, c'est une manière de dire que Sonoko pratiquement se plaint peut-être, mais Sonoko ne donne pas l'avantage aux Guinéens de s'exprimer, alors que les Guinéens, dans le domaine de l'expertise, ne sont pas très qualifiés. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui sont qualifiés, mais pas dans ce domaine. Voilà. Pour lancer l'appel d'offres, si les gens n'ont pas la compétence, eh bien, vous ne pouvez pas recruter quand même pour... Voilà,
Dernière intervention. Il faut qu'on évolue. On s'écoute là, s'il vous plaît. Sinon, les auditeurs ne vont rien comprendre. Permettez-moi, ce que j'ai envie de relever, tout à l'heure on parlait du bossage. Le plus souvent, quand le bossage est toujours là, à aller demander souvent les institutions avec lesquelles ils sont en partenariat, ils leur demandent de chercher des stages souvent pour des jeunes, pour qu'ils puissent trouver de l'emploi, etc., etc. Et mieux encore, au-delà de ça, ils sont toujours là à attendre les institutions internationales pour que ces institutions internationales puissent les accompagner, pendant que le bossage peut aller aussi rencontrer des unités industrielles comme Sonoko et beaucoup d'autres entreprises qui existent, justement pour permettre aux jeunes d'avoir justement de l'employabilité. Mais pendant combien d'années il le fait? Les résultats, honnêtement, ne sont pas là. Bien, voilà, l'émission continue. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Vous nous écoutez à Kankan, la Nabaya, sur le 99.7.00, j'y arrive, voilà, mais aussi à Kindia, dans la capitale des agrumes, sur Espace Kania. Merci à tous de nous suivre à l'international. Nous continuons donc avec ce sujet. Luceni Labé, le gouverneur de la BCRG, est-il en passe d'être mis aux arrêts par la justice? Un mandat d'amener aurait été émis contre lui par le TPI de Kaloum pour cause. Il est accusé d'abus de confiance et de rébellion par les établissements Asseni Bangoura et associés. L'affaire remonte à 2010. Un contentieux autour de l'hôtel Niger opposant le patrimoine bâti public et les établissements Asseni Bangoura a ordonné donc à la BCRG le paiement de plus de d'1,9 milliard qui donc a tardé ou refus de ce que le gouvernement, la BCRG refuse donc de s'exécuter. Il est désormais réclamé au gouverneur de la BCRG un paiement de plus de 40 milliards de francs guinéens comme arriéré de retard dans le paiement. Nous entendrons, si tout va bien, Maître Paul Yomba Kourma, c'est l'avocat donc des établissements Alseni Bangoura, parce que nous n'avons pas pu avoir de répondant du côté de la BCRG, bien entendu. Antoine, vous avez suivi cette actualité pour nous? On a surtout suivi les propos de l'avocat qui apparemment semble déterminé à faire la lumière sur cette affaire, et dans ses propos, il a clairement indiqué que le 22 prochain, il n'est pas exclu que Luceni Labé soit mis aux arrêts, quel que soit l'endroit où il se trouve. On pourrait le menotter pour l'envoyer de force au tribunal. Ben, c'est ce qu'il a utilisé comme propos, parce que celui-ci refuserait de répondre aux convocations de la justice, il refuserait de répondre à l'appel de la justice dans cette affaire qui l'oppose à la famille ou à l'établissement Bangoura et je crois Alseni Bangoura. Et donc on l'a dit, c'est une affaire qui remonte à 2010. L'affaire opposait à l'époque les établissements Bangoura, Alseni au patrimoine bâti par rapport à l'hôtel Niger. Et apparemment, à l'issue du contentieux, c'est les établissements Bangoura et Alseni qui ont remporté le procès, et il a été intimé au patrimoine bâti de payer la somme de plus d'1 milliard. Le patrimoine bâti ou la BCRG? Non, on leur demande, mais c'est la BCRG qui s'exécute. Donc on a demandé à ce que ce soit payé un montant de plus de 1,9 milliard. Chose que depuis 2010, la Banque centrale refuse d'exécuter. Et donc, puisque l'affaire prend du temps, le procès a lieu. Il a encore une fois été demandé au gouverneur de la Banque centrale de payer, chose qu'il ne voulait pas faire. Et donc désormais, puisque le paiement ne se faisait pas, on lui a dit que pour chaque jour, il y avait une pénalité qui est de 10 millions de francs guinéens. Donc à ce jour, on est à plus de 40 milliards que doit la BCRG aux établissements Bangoura et Fils. Et selon ce que nous apprend l'avocat, l'argent n'existerait plus dans le compte de la BCRG. L'argent aurait été débloqué, mais ce n'est pas allé dans les comptes des établissements Bangoura Alseni. Donc où se trouve donc ce montant? C'est la grosse question. On va essayer d'en savoir davantage avec Maître Paul Yomba Kourma qui est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Maître. Bonjour. Allez-y Diba. Alors, Maître, nous avons suivi comme vous cette actualité. Alors est-ce qu'il y a eu d'abord mandat d'amener contre le gouverneur de la BCRG, parce qu'on a écouté le ministère de la Justice qui disait net, il n'y a pas eu de mandat d'amener. Oui, nous avons vraiment été surpris par le communiqué qui a été
émis par le ministère de la Justice, sans titre et sans droit d'ailleurs. Il ne justifie d'aucun intérêt, il n'est pas parti, et ses compétences d'attribution ne lui confèrent même pas la possibilité d'interférer dans le judiciaire et surtout dans les affaires pendantes devant les juridictions, celle-ci n'étant dévolue qu'à monsieur le procureur de la République, auquel on a usurpé le droit. Alors, il y a bel et bien eu mandat d'amener, décerner à l'audience publique, à la requête des avocats des établissements Alseni Bangoura et associés, sur réquisition de monsieur le procureur de la République. Le mandat a été décerné contre monsieur Lucien Inabé, gouverneur de la Banque centrale, au regard de son indifférence face aux convocations qui lui ont été adressées. La citation lui a été servie à personne pour une audience à jour fixe. Il n'a pas daigné comparaître et les affaires ont été renvoyées à 2 ou 3 reprises pour sa comparution, c'est le même son de cloche. Et le tribunal, donc, sans désemparer, vu le bien fondé de la demande, a décerné à l'audience même sur le siège un mandat d'amener contre le gouverneur de la Banque centrale. Donc, oui. Alors, maître, dites-nous aujourd'hui, depuis donc le 8 février, ce mandat d'amener a été décerné à l'endroit du gouverneur de la Banque centrale, M. Lucien Inabé. Que court le gouverneur de la Banque centrale aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on lui reproche et qu'est-ce qu'il court aujourd'hui comme sanction s'il ne répond pas à ce mandat d'amener? Oui. Il est reproché le délit de rébellion et celui d'abus de confiance contre monsieur le gouverneur de la Banque centrale et son institution. Rébellion parce que il y a eu un contrat, un bail consenti par le patrimoine bâti public et aux établissements Alseni Bangoura et associés. Il y a eu des violations manifestes de cette transaction. L'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Kaloum, qui a constaté la violation par le patrimoine bâti public des clauses du contrat et l'a condamné au paiement d'1,990,990 francs. Alors, ils ont exercé les différentes voies de recours par le moyen de l'agent judiciaire, dans l'organe de l'agent judiciaire de l'État. Jusqu'à la cour d'appel, le jugement n'a fait qu'être confirmé. Il a donc été fait commandement au patrimoine bâti public de payer ce montant. Et c'est ainsi que l'agent judiciaire de l'État, qui représente l'État, donc le patrimoine bâti public, a par écrit ordonné à la Banque centrale de payer entre les mains des établissements Alseni Bangoura et associés le montant de la condamnation entièrement. Alors, la Banque centrale n'est qu'un détenteur des avoirs. Le créancier, le débiteur lui demande de payer sa dette, de débiter ce montant de son actif dans ces registres là-bas. Le gouverneur de la Banque centrale, en tant qu'ordonnateur de toutes les transactions, oppose une résistance abusive et injustifiée qui cause aux établissements Alseni Bangoura et associés d'énormes préjudices financiers. Alors, il y a, à cause de cette résistance, les établissements Alseni Bangoura et associés ont traduit la Banque centrale et son gouverneur devant le juge des référés
pour constater cet état de fait et rendre une ordonnance. Les grandes gueules. À cette audience, la Banque centrale a été condamnée au paiement du montant incriminé et l'a assorti d'une astreinte de 10 millions de francs guinéens par jour de l'État. Ce qui, à ce jour, porte le montant de la condamnation à la somme de 47 milliards. Alors, la Banque centrale s'est fait notifier cette ordonnance, a reçu notification de cette ordonnance, mais est encore resté dans ce statu quo, n'a pas daigné exécuter tous les actes de notoriété, tous les exploits d'huissier, toutes les démarches amiables n'ont pu aboutir. Donc, à l'égard du gouverneur de la Banque centrale, qui est l'ordonnateur de tous les décaissements, il y a le délit de rébellion qui est constitué à son égard. Et puisque le client de la Banque centrale, c'est-à-dire le patrimoine bâti public, a bel et bien des avoirs au niveau de la Banque centrale, il a demandé de les amputer en faveur de son créancier. Alors, est-ce que la Banque centrale ne peut pas? Maître Paul Yomba, est-ce que vous croyez en l'exécution de ce mandat d'amener qui est décerné contre le gouverneur de la Banque centrale? Nous, à ce jour, nous avons affaire à un adversaire crédible qui a des avoirs personnels, qui a des biens meubles et immobiliers qui peuvent faire l'objet de saisie. Donc la créance est désormais transférée, elle n'est plus imputable au patrimoine bâti public, mais à la Banque centrale. Et c'est bien à elle que nous nous adressons. Et pour la répression, pour réprimer les délits, il faut d'abord constater les délits, puisque le montant n'est plus à la Banque centrale. Le montant a été déplacé, d'où l'impossibilité pour le gouverneur de la Banque centrale de représenter le montant. Donc il y a un délit d'abus de confiance qui est commis et il faut le faire constater. Bien, Maître Paul Yomba Kourouma, avocat des établissements Alseni, Bangoura et Associés. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Moi, je vous remercie. Bien, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet et qu'il faudrait bien entendu que nous puissions marquer une pause, bien entendu, continuer à réagir, continuer à interagir à ces sujets. Nous prendrons en compte vos réactions dans la deuxième partie, juste après la pause commerciale. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.